Alors, j'ai envie de rappeler un mot que j'ai utilisé hier, qui a étonné quelques personnes, mais il faut voir c'est quoi le sens des mots. Et le budget est, à mon avis, une fumisterie. Une fumisterie parce qu'il fait des prétentions qui ne s'appuient ni sur les faits, ni sur les règles comptables, ni sur une présentation à même le discours du budget qui soit cohérente, avec des blancs, des absences d'explication, avec des additions à une page qui viennent avec une soustraction à l'autre page, ramenant le chiffre initial à 0. Bref, un capharnaüm digne de la maison des fous où même Astérix a failli se perdre. J'ai envie aussi de souligner l'extrême arrogance, non seulement de la façon dont l'exercice budgétaire est mené, mais de la façon dont un certain nombre de personnes dans ce Parlement se comportent. Malheureusement, au gré de l'histoire, on est rendu à 10 ans de régime libéral qui finissent par être animés de la conviction que le pouvoir leur appartient en propre et qui caressent maintenant le fantasme de convaincre des brebis égarées de se ranger parmi eux et de se fabriquer une majorité qui ne correspondrait pas à la volonté telle qu'elle est exprimée par la population. Or, quels sont les enjeux? Quelle est l'actualité qui a été définie dans les environs de la campagne électorale en début d'année 2025? On ne me fera pas croire que ce n'est pas les tarifs. Des tarifs dont, dans sa toute-puissance, le premier ministre nous a dit qu'il allait les faire disparaître bien rapidement, ce qui eût été normal, puisque des tarifs d'intimidation entre des alliés, partenaires et amis, comme sont supposés l'être les États-Unis et le Canada, incluant le Québec malgré nous, ça n'a pas sa place. Et pourtant, on a vu un ensemble de tergiversations, pas toujours élégantes, faire en sorte que la relation avec les États-Unis ne s'améliore pas et que les tarifs qui devaient disparaître par la main du premier ministre ont au contraire augmenté, que ce soit les voitures, les camions, la forêt, l'acier, l'aluminium, nommons-les. L'autre enjeu, c'était le commerce, donc une reprise rapide des négociations devant culminer en 2026 pour rétablir un traité de libre-échange qui allait être comparable au précédent selon les propos du premier ministre. Encore une fois, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un succès. Le troisième enjeu qui vient forcément avec un budget, c'est la gouvernance. Alors là, on nous sert un exercice comptable littéralement honteux. Dieu merci, les gens ont bien compris et les analystes dans les médias ont bien compris qu'on ne peut pas inventer dans le cadre du budget fédéral une colonne d'investissement qu'on voudrait traiter comme des actifs alors que ce sont simplement des dépenses. Le premier ministre ne peut pas l'ignorer. N'importe qui a des notions de comptabilité et de finances publiques ne peut pas l'ignorer. C'est à sa face même une fumisterie. Donc, on observe un recul sur les tarifs par leur augmentation et bien sûr, aucune négociation commerciale en cours, quoi que veulent bien en dire les uns et les autres ministres, et un budget d'austérité. Et ça, il faut le faire, là. Un budget d'austérité avec une explosion des dépenses. Une explosion des dépenses dont la part qui servira à s'adapter à la crise tarifaire et commerciale est, au final, négligeable et en aucune façon proportionnelle en vertu d'un déficit de près de 80 milliards de dollars. D'ailleurs, les gouvernements libéraux nous ont habitués à des déficits de fin d'année plus importants que ceux qui ont été annoncés en début d'année. On regarde le budget et on se dit que le premier ministre et le gouvernement agissent comme un joueur compulsif. Non seulement ils se sont déjà trop engagés avec une série d'échecs qui sont dangereux pour l'économie, mais ils disent on va essayer le kit ou double et on va mettre encore davantage d'argent public de toutes les façons imaginables, mais qui ressemblent quand même à un bon vieux déficit libéral, pour voir si on est capable de s'en sortir, sinon économiquement, au moins politiquement. L'avenir nous le dira. Or, qu'y a-t-il dans ce budget
pour la nation québécoise qu'il ignore et qu'il ignore. Il l'ignore dans le sens qu'il ne connaît pas la nation québécoise. Et la preuve n'est pas établie que ce gouvernement s'intéresse à la nation québécoise. Et qu'il l'ignore dans le sens, justement, qu'il n'en prend pas compte dans ses décisions politiques, avec, encore une fois, comme depuis les 6 derniers mois, des décisions qui sont orientées, si tant est qu'on essaie de s'adapter à la crise avec les États-Unis, vers l'Ontario, vers l'Ouest canadien, vers un Canada banquier et pétrolier, et qui ne s'intéresse pas au Québec, et dans lequel les Québécois, en particulier les jeunes Québécois, ne se reconnaissent pas. Faisons un peu la liste, on en avait parlé, puisque c'était nos demandes, nos exigences. Les transferts en santé, la demande de passer de 6 % d'augmentation annuelle au lieu de 5 % d'augmentation annuelle, qui faisait en sorte que l'augmentation des dépenses de système, inévitable et incontournable dans le système de santé du Québec, allait suivre l'augmentation des ressources disponibles. Alors là, on sait qu'année après année, avec un retour à 3 % en 2028, les contribuables du Québec vont devoir mettre un pourcentage de plus en plus élevé du budget de l'État québécois en santé ou payer davantage d'impôts. Cadeau du gouvernement fédéral qui garde l'argent pour les compagnies pétrolières. Pour les retraites, ça fait des années qu'on parle de ça. Ça devient à un moment donné une question de principe, une question de moralité, une question d'éthique, une question de responsabilité, une question de prendre soin de notre monde. Une question de justice. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, dont les revenus ne sont pas très importants, qui ont le malheur d'avoir entre 65 et 75 ans, reçoivent 10 % de moins de pension de la sécurité de la vieillesse que ceux qui ont 75 ans et plus. Les organisations qui représentent ces gens-là, les moins de 75 ans comme les plus de 75 ans, sont tous d'accord avec nous pour dire que cette discrimination est inacceptable. De surcroît, on laisse se ratatiner littéralement le pouvoir d'achat de ces gens-là et on ne tient pas compte qu'en particulier dans un contexte où on pourrait être exposé à une récession, préserver le pouvoir d'achat des gens qui vont dépenser immédiatement les sommes mises à leur disposition, c'est une façon de s'adapter à la crise. Parlons d'accès à la propriété. D'abord, on a inventé une patente qui s'appelle « Bâtir Canada Maison ». On peut changer les mots de place. Et on envoie tout ça. On prend des programmes de la SCHL, on les envoie là. À partir de là, ça devient flou. On ne sait plus qui fait quoi et on ne voit pas dans le budget de distinction dans le traitement du Québec. Donc, il y a un relent d'ingérence, cette bonne vieille habitude libérale de dire, écoutez, nous avons l'argent, vous n'en avez pas, notre frigo est plein, vous crevez de faim. Si vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour vos projets, les projets légitimes de vos citoyens, qui d'ailleurs payent des impôts à Ottawa, mais vous devrez nous céder littéralement une partie de vos juridictions et de vos compétences. Mais j'ai envie de dire à tout ce beau monde-là de l'autre bord, construire une maison ne démontre pas le pouvoir de l'acheter pour les jeunes familles. Il n'y a rien dans tout ça qui donnera aux jeunes la capacité d'amasser l'exorbitante somme nécessaire pour faire le dépôt à l'achat d'une première maison. On proposait des conditions avantageuses d'accès à un crédit garanti ou offert par l'État pour que les jeunes ménages, allez leur parler aux jeunes ménages, sortez de votre bulle feutrée, allez voir le vrai monde, les vrais jeunes qui travaillent, dont les 2 membres du couple travaillent puis qui disent « je ne pourrai jamais m'acheter une maison ». L'occasion était donnée d'avoir enfin des ressources pour ces gens-là, qui d'ailleurs les auraient achetées, stimulant bien sûr l'économie. C'est un non, un simple non qu'on a eu. Je pense que les jeunes s'en souviendront. Rien pour la forêt, sauf du crédit. Les entreprises forestières ne peuvent pas ajouter à des dépenses et à une situation économique exsangue un frais d'intérêt, alors qu'il existe des solutions, dont celles qui ont été proposées à la fois par le milieu et par le Bloc québécois, qui permettent de régler l'essentiel de la capacité concurrentielle du secteur forestier à coût nul pour l'État. À coût nul pour l'État. Sur celle-ci, j'ai envie de dire, écoutez, il n'est pas trop tard pour bien faire. On aurait aimé un signal. J'imagine que l'industrie de la forêt aurait aimé un signal. Le 800 millions pour rembourser une taxe
qui n'a pas été perçu. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, à chaque fois que le gouvernement, qui est un mélange de rouge et bleu, on va parler d'un gouvernement en mauve, à chaque fois que ce gouvernement en mauve parle de tarif carbone dans son budget, il parle de controversée taxe carbone. La tarification carbone, qui est un outil essentiel pour lutter contre les changements climatiques, est officialisée comme étant quelque chose de controversé. La maladie honteuse des finances publiques, c'est la taxation carbone, la reconnaissance que les émissions de carbone ont un effet sur l'environnement avec des coûts faramineux, d'ailleurs, qui seront payés par les mêmes jeunes à qui on ne permet pas de s'acheter une maison. Or, la taxe carbone que le gouvernement a remboursée aux gens avant l'élection, à une semaine de l'élection, 4 milliards de dollars au Canada, pas un sou au Québec, a notamment été payé par les Québécois. Mais ils ne remboursaient rien puisque la somme n'avait pas été décaissée par les familles. C'est un cadeau électoral odieux dans les poches des Canadiens venant de celles des Québécois. Et ça, il faudra le répéter parce que ça reste tout aussi inacceptable. Et on ne peut pas cacher le fait qu'il n'y a pas d'argent dans la lutte au changement climatique dans le budget. On ne peut pas nier qu'il y a un déni. C'est comme si, pour ce gouvernement, qui il n'y a pas si longtemps, sous l'autre boss, là, parlait de changement climatique en faisant rien. On a dit, tant qu'à reculer, on va reculer un pas de plus, on n'en parlera plus. Ça n'existe plus. Il doit y avoir des gens de ce côté-là de la Chambre qui entendent leur conscience leur dire parfois « cache-toi en dessous de ton bureau » parce que c'est honteux ce qui est en train de se passer en matière de climat et ça va rattraper le gouvernement quand la mode du déni va finir par passer. Vous savez, la fin des initiatives en transport électrique, la prolongation des sommes qui allaient totaliser 83 milliards de dollars avant 2025, prolongées pour dépasser les 100 milliards de dollars en 2030, l'abolition, bien sûr, de la taxe carbone et le 800 millions, l'abolition du plafond d'émissions, j'ai toute une liste, là. Le député de Repentigny nous a généreusement gratifié de beaucoup d'exemples de ce que contient ce budget en matière de climat. J'ai l'impression que le gouvernement, et là je pense que les gens vont se reconnaître là-dedans, a abandonné quelque chose qu'on n'a pas dit depuis longtemps. Allez parler aux citoyens du Québec et demandez-leur s'il serait normal que le pollueur soit le payeur. Et je pense que la grande majorité des gens vont dire, ben oui, là on retombe dans la logique élémentaire, la sagesse populaire, le pollueur-payeur, expression qu'on n'utilise plus depuis longtemps, que j'ai envie de ramener. Parce que lorsqu'on va parler de pollueur-payeur, on va comprendre qu'on ne peut pas prendre l'argent des Québécois et les envoyer et l'envoyer aux pétrolières. Parce que là, c'est plus le pollueur-payeur, c'est le pollueur payé, c'est le pollueur encouragé, c'est le pollueur récompensé, c'est le pollueur stimulé, c'est le pollueur impuni. Voilà. Alors que le Québec, qui est un endroit d'énergie propre et renouvelable, se trouve à subventionner littéralement l'énergie polluante de l'Ouest. Et on reviendra, parce que là, on n'a pas le temps de le faire, sur les prétentions de l'Ouest par rapport à la péréquation, mais le Québec donne plus d'argent à l'Ouest en matière de pétrole que le contraire. Demandeurs d'asile. Écoutez, le Québec a demandé 700 millions de dollars parce que le Québec a présentement sur son territoire le double de son ratio de demandeurs d'asile comparé à la moyenne canadienne. Le double. En refusant de donner cet argent à l'État québécois qui offre les services à ces gens-là, le gouvernement dit au gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, dit au gouvernement du Québec, vous allez payer le double de votre part pour l'accueil de gens en détresse qui arrivent de l'étranger et qui demandent l'aide du Québec ou du Canada pour les accueillir. Et on ne vous redonnera rien. On a parlé beaucoup du déficit. C'est pas 33 milliards, plus des investissements, c'est 70 milliards. Le procédé comptable utilisé est gênant, on en a parlé. C'est comme si j'arrivais à ma banque et je disais à mon banquier, j'aimerais ça faire un emprunt hypothécaire. Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu me donnes en garantie? Mes dettes. Ça ne fait aucun sens. Et c'est ce qu'on a servi à la population. Et c'est ce que je continuerai d'appeler une fumisterie.
Les infrastructures, 115 milliards de dollars en 5 ans, ça peut avoir l'air d'une bonne nouvelle, mais c'est une minorité de cette somme-là qui va aller dans l'adaptation à la crise tarifaire pour les entreprises. Il n'y a presque rien pour leurs propres grands projets. C'est de l'argent en défense, des baisses d'impôts et du bon vieux déficit libéral, mais à un niveau jamais vu. Rappelons d'ailleurs que lorsqu'on parle de s'adapter à la négociation avec les Américains qui ne sont pas très gentils avec nous, que le gouvernement canadien veut relancer Keystone XL, qui va prendre du pétrole de l'Ouest et l'envoyer où? Aux États-Unis. Bravo, la diversification des marchés. Le gouvernement vient d'aller donner 2 milliards de dollars en Ontario pour acheter des réacteurs nucléaires modulaires faits aux États-Unis et qui ne peuvent traiter que de l'uranium américain. Bravo, la diversification. Et en passant, je vous invite à aller vérifier. Il y a un beau bateau sur le discours du budget. Bien, ce bateau, qui s'appelle le Harvick 1, qui est sur le discours du budget du Canada, il est construit au Japon. C'est quand même intéressant. Quand même une preuve de jugement de ce gouvernement. L'austérité. Des dizaines de milliers de postes menacés par attrition, moins de monde pour faire le même travail. Les gens les plus expérimentés quittent, les gens les moins expérimentés restent pour faire le plus de travail. Pendant ce temps-là, on a un ministère de l'Immigration qui ne réussit pas à faire sa job. On a, évidemment, l'Agence du revenu du Canada qui ne fait pas sa job. Si au moins on travaillait à couper dans les doublons ou dans les intrusions dans les compétences québécoises, on sauverait beaucoup d'argent. Mais non, un gouvernement libéral est beaucoup trop attaché à ses ingérences. Ça pogne les coupures dans la fonction publique. C'est dans l'air du temps, mais parfois, si c'est mal fait, c'est irresponsable. L'austérité, dans ce budget, je l'ai mentionné, sert à financer les soutiens à l'industrie pétrolière. Or, le pétrole ne sert pas le Québec, il nuit à la planète. Nous allons payer pendant que le premier ministre, qui, sous l'effet des changements climatiques, verra le niveau de l'eau monter, aura pris sa retraite, puis il sera sur un bateau, il ne s'en rendra pas compte. Il va lever avec l'eau qui monte. Il va lever avec l'eau qui monte à cause du changement climatique. Image qui sert simplement à dire, regardez l'indifférence totale de ces gens pour la réalité de beaucoup de gens à travers le monde qui souffrent à cause du changement climatique. Il y a du positif et je veux le mentionner, parce qu'on dit toujours, vous ne dites jamais ce qui est bon. Je veux mentionner des projets régionaux pertinents qui sont l'objet d'une collaboration qui a demandé que ce soit soutenu. Je pense au pavillon des requins d'Exploramer, je pense à l'espace Hubert Reeves en Charlevoix, je pense à la prolongation de la piste de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine qui permettra l'exportation en Ontario, gros marché pour eux. Je pense au chantier naval à Forillon. Je pense à l'intérêt soutenu pour Port-Saguenay. Je pense aussi à des mesures qu'on avait suggérées sur les camionneurs arabais. Ça vient carrément du Bloc québécois. L'abolition de la taxe de luxe sur les avions d'affaires, l'abolition de la TPS sur les premières maisons, de l'argent en culture. Il y a des bonnes affaires. Mais globalement, ça reste un budget extrêmement risqué et dangereux. Je vais aller directement à la conclusion pour vous dire, écoutez... Je peux demander à l'honorable député de ne pas frapper avec les feuilles. Ça peut déranger nos interprètes. Désolé. Merci. Ce gouvernement veut nous proposer des grands projets. Je pense que le grand projet qui doit être mis de l'avant par les Québécois, c'est le leur. Et le leur, c'est celui du Québec. C'est celui qui mérite notre vote. Et ça s'appellera le pays du Québec, Madame la Présidente. Voilà. On ne se reconnaîtra dans rien d'autre. Mais je veux déposer un amendement que j'ai ici. J'en ai même plusieurs. Que la motion soit modifiée par substitution au mot suivant, le mot « que » avec ce qui suit. La Chambre rejette l'énoncé budgétaire du gouvernement qui est nuisible pour le Québec car il omet 1. D'augmenter l'indexation du transfert canadien en santé à 6 2. De mettre fin à la discrimination à l'égard des personnes de 65 à 74 ans qui n'ont pas eu droit à une augmentation équitable de la sécurité de la vieillesse. 3. De rembourser les 814 millions de dollars aux Québécois qui n'ont pas reçu de dédommagement pour la fin de la tarification carbone en avril 2026. Et 4. De proposer des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Merci, Madame la Présidente.